INA Podcast. Note aux auditeurs, cet épisode a été enregistré le 12 mars 2026, avant les révélations de Mediapart sur les propos racistes, antisémites et néo-nazis tenus en ligne et attribués au militant d'extrême droite Quentin Derenque. Est-ce le retour en France de la violence idéologique ? La mort récente du militant d'extrême droite nationaliste Quentin Derenque, 23 ans, tué par des militants d'extrême gauche en marge d'une conférence donnée par l'eurodéputée insoumise Rima Hassan à Sciences Po Lyon le 12 février dernier, a déclenché en France ces dernières semaines un très vif débat. Des réactions houleuses, beaucoup d'invectives politiques, de quoi s'interroger sur le climat que l'on traverse actuellement et dans la perspective des élections à venir. Y a-t-il une recrudescence de la violence politique en France? Où n'est-elle? De quoi se nourrit-elle? Comment l'endiguer? Tout ça, on en parle avec vous, Marion Jacquet-Vaillant, bonjour. Bonjour. Maître de conférences en sciences politiques à l'université Panthéon-Assas, vous suivez de près les mouvements extrémistes, notamment ce qu'on appelle les identitaires, l'ultra-droite, on va en parler. Et vous, Xavier Chrétier, bonjour. Bonjour. Professeur à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et co-auteur du livre « Violence politique en France » qui documente de façon ultra-exhaustive les violences politiques de 1986 à nos jours. C'est publié aux éditions Les Presses de Sciences Po. L'un et l'autre, c'est le retour de la violence en politique en France. On peut de nouveau mourir pour ses idées, quelles qu'elles soient. Est-ce que c'est un retour ou est-ce que ça n'a jamais disparu ? Oui, moi je suis d'accord. Je pense pas que ça soit particulièrement un retour. Et puis si on parlait de retour, il faudrait voir depuis quand, si on remonte un petit peu dans le temps, que ce soit dans les années 30, que ce soit dans les années post-68, que ce soit dans les années 80. La violence politique, elle a toujours existé. Et d'ailleurs, elle continuera à exister assez longtemps. Et justement, on va remonter dans le temps. Vous le savez, on commence comme chaque semaine par un récit en archive et puis on se retrouve juste après. Je m'appelle Théophile Cossa et vous écoutez Le Temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Les affrontements violents entre groupes d'ultra-gauche et d'ultra-droite, ça ne date pas d'hier. Dans les années 70, c'est même monnaie courante. Écoutez cette archive, on est à Paris. En 1971, des heurts ont lieu en marge d'un meeting du mouvement néofasciste Ordre Nouveau. Dès 19h, le service d'ordre nouveau, renforcé par des militants du NPD, le parti néo-nazi allemand, était en place devant le Palais des Sports. Casques, matraques et longues lances à la japonaise. Dehors, les contre-manifestants gauchistes commencent à se rassembler et leur pression se fait assez vite forte. Ils attaquent le meeting à coups de boulon, à coups de pavés. La tension monte, les heurts se multiplient et bientôt c'est l'intervention des forces de police. Cocktail Molotov, grenades lacrymogènes, des chocs particulièrement durs. Ce soir-là, plus de 80 personnes seront blessées, ce qui vous donne une idée du niveau de violence à l'époque. Et cette violence, elle se poursuit dans les années 80, alimentée notamment par des groupes d'extrême droite radicaux, comme le GUD, le groupe Union Défense, archive de 1980. Depuis quelque temps, de nombreux incidents et heurts, souvent violents, se sont produits entre les militants d'extrême droite du GUD, groupe d'Union Défense, et ceux de gauche et d'extrême gauche. Le 28 novembre dernier, au centre Tolbiac, un commando du GUD attaquait des étudiants communistes. La semaine dernière, à l'Institut d'études politiques, le GUD affirmait, je cite, vouloir nettoyer les facs. Et avant-hier, c'est à Nanterre que le GUD est intervenu, provoquant de violents affrontements qui ont fait plus de 20 blessés. Le GUD véhicule une idéologie d'extrême droite et n'hésite pas à utiliser la violence. Il est principalement implanté à la faculté d'Assas. Il multiplie slogans, inscriptions ou tracts, hostiles au gauchisme et fortement teintés de xénophobie et de racisme. Et alors, elle ressemble à quoi, cette violence, en 1980 ? Témoignage d'un étudiant de l'UNEF, syndicat étudiant, classé à gauche. Bon, à Sciences Po, il y a déjà eu un certain nombre d'incidents. Il y en a eu un hier soir, un café où étaient attablés 5 militants de l'UNEF indépendante et démocratique, a été attaqué par une trentaine de nervis à coups de manches de pioche. Ils ont heureusement pu se défendre, mais le café a été complètement dévasté. La semaine dernière, des militants de l'UNEF se sont fait courser dans les rues autour de Sciences Po par des militants du GUD armés de camps d'arrêt. La semaine d'avant, un étudiant juif qui avait eu le simple tort de refuser un tract s'est fait ouvrir le crâne à coups de marteau. Il a été hospitalisé. Une violence inouïe donc,
qui parfois même tuent. Un exemple parmi d'autres, le 1er mai 1995, en marge du défilé du Front National dans les rues de Paris, un Marocain de 29 ans, Brahim Bouraham, est poussé à l'eau dans la Seine par un groupe de skinheads. Sur le pont du Carrousel, une affichette manuscrite a été apposée. On y lit que le Front National a tué encore un homme. Sur la berge, les enquêteurs pratiquent les derniers relevés. Ce soir, l'autopsie confirme la mort par noyade du jeune Marocain poussé à l'eau alors qu'il se promenait sur cette berge. Les enquêteurs en sont certains. Les meurtriers venaient d'un groupe d'une vingtaine de skinheads qui fermait le cortège du Front National. Mais cette violence meurtrière, elle est aussi parfois, dans les années 80, employée par les groupes les plus radicaux de l'extrême gauche. En témoigne cet attentat revendiqué par le groupe terroriste Action Directe, l'assassinat du PDG de Renault, Georges Besse, en 1986. Bonsoir, Georges Besse est mort hier soir en rentrant chez lui, il a été assassiné. Ce mot, imprimé partout depuis ce matin comme une tache sanglante, est revendiqué depuis cet après-midi par le groupe terroriste Action Directe. C'est le 12e attentat revendiqué depuis le début de cette année. 20h25, Georges Besse, 58 ans, PDG de Renault, rentre chez lui au 16 boulevard Edgar Quinet. Selon des témoignages concordants, au moins 2 femmes et peut-être un jeune homme s'approchent de lui. Premier coup de feu, Georges Besse s'écroule, une des femmes se penche sur le corps, seconde détonation. Le PDG de Renault est tué, atteint à la poitrine et à la tête. En France, entre 1986 et 2017, selon l'ouvrage dirigé par l'universitaire Isabelle Sommier, « Violence politique en France », publié aux éditions Presse de Sciences Po, l'on dénombre 57 morts liées à des violences idéologiques, 52 du fait de l'ultra-droite et 5 du fait de l'ultra-gauche. L'ultra-gauche dont la violence s'exprime traditionnellement plutôt à l'encontre des biens matériels. Exemple, en septembre 2017. L'incendie criminel de l'entrepôt de la gendarmerie de Grenoble a été revendiqué par un groupuscule anticapitaliste qui n'en serait pas à son coup d'essai. La revendication du sinistre est prise au sérieux par les enquêteurs. Selon les premières constatations, 2 départs de feu ont entraîné l'incendie de l'entrepôt de la gendarmerie de Grenoble, détruisant 35 véhicules et le plateau technique de la cellule d'identification criminelle. Cette destruction marque un cran de plus dans une série d'actes de vandalisme perpétrés à Grenoble cette année et revendiqués par des groupes d'activistes. En mars, c'était la permanence des Républicains qui était saccagée et maculée de peinture. En avril, la cible était le réseau de tramway. Près de 200 valideurs de tickets étaient saccagés. Enfin, en mai, un incendie criminel détruisait 11 véhicules d'Enedis, la filiale d'EDF. Quant aux affrontements entre groupes opposés, ils restent, malgré les années, violents et encore malheureusement parfois meurtriers. En témoigne ce drame survenu le 5 juin 2013. En plein cœur de Paris, un groupe d'ultra-droite et un autre d'ultra-gauche se croisent par hasard. Parmi eux, un certain Clément Méric. Clément Méric, 18 ans, un étudiant engagé, militant, antifasciste et proche de l'extrême gauche. Il est décédé il y a quelques heures à l'hôpital. C'est dans cet immeuble au cœur de Paris que tout commence hier, peu après 18h. Une vente privée de vêtements s'y déroule au 3e étage, un lieu fréquenté par les militants d'extrême droite. Selon les tout premiers éléments, dans l'appartement, 2 skinheads auraient été pris à partie verbalement par 4 militants d'extrême gauche, dont Clément Méric. Toujours selon des témoins, une fois dehors, l'étudiant aurait poursuivi ses provocations verbales. Il reçoit alors plusieurs coups de poing au visage. Il est tombé la tête à la renverse, donc ça fait un bruit sourd tellement que sa tête a cogné par terre. Il y avait du sang qui sortait de l'oreille, du nez, il commençait à convulser. Pour vous, il n'y a pas de doute, c'était bien des skinheads Je pense, ouais. La mort du militant antifasciste Clément Méric, un fait divers qui fait évidemment écho au décès du militant d'extrême droite nationaliste Quentin de Ranc le 14 février 2026. Alors faut-il y voir un retour ou bien une recrudescence de la violence idéologique ? De quoi se nourrit-elle ? Comment l'endiguer ? On en parle dans le temps de l'actu. Avec vous, Marion Jacquet-Vaillant, et vous, Xavier Crétier. Déjà pour commencer, une réaction peut-être à ces archives qu'on vient d'entendre ? Je pense que ça montre bien justement ce qu'on était en train de dire sur le fait qu'il y avait une forme de continuité, que cette violence, elle est présente à travers l'histoire politique de notre pays. 70, 80, 90, on aurait pu faire toutes les décennies comme ça avec des moments un peu marquants de violence. Et finalement, ce n'est qu'une étape de plus dans cette histoire de la violence politique en France, quoi. Ce n'est qu'une étape, mais on a le sentiment quand même, on l'entendait, 1971, en marge de la manifestation d'ordre nouveau, des violences
inouïe. Vos réactions, Xavier Crétier, à ces archives ? En tout cas, ces archives, elles montrent en effet que, par exemple, dans le cas de l'attaque du meeting d'Ordre Nouveau, que c'était d'une certaine façon beaucoup plus structuré d'ailleurs comme violence, avec des militants souvent beaucoup plus nombreux, avec une dimension quasi militariste dans l'organisation, qu'on retrouve peut-être un petit peu moins maintenant. On l'a vu avec Quentin de Ranc, où ça s'apparente beaucoup plus à des rixes de rue, même avec le militant Clément Méric qui a été tué, à des rixes de rue et à des rencontres un petit peu opportunes entre individus. Donc il y avait une dimension beaucoup plus structurée, institutionnalisée, y compris dans la violence d'extrême gauche. Quand votre archive parle du groupe Action Directe, qui est un groupe d'extrême gauche, on a en effet affaire à un groupe qui est complètement clandestin, structuré, militarisé et qui va être, on va dire, le parangon du terrorisme idéologique en France, à l'image de ce qu'a connu l'Italie avec les Brigades Rouges ou l'Allemagne avec la fraction armée rouge. Xavier Crétier, vous l'avez entendu, j'ai axé mon récit sur ce qu'on appelle dans votre livre les violences idéologiques. Votre livre, je le rappelle, s'appelle « Violences politiques en France », publié aux presses de Sciences Po, parce qu'il y a plusieurs types de violences politiques. C'est important. Est-ce qu'on peut définir ça, les violences idéologiques ? C'est une forme de violence politique parmi d'autres. Oui, et en effet, on peut distinguer, c'est ce qu'on a fait dans cet ouvrage, 5 types de violences politiques. On va dire les violences politiques idéologiques, donc en effet, extrême gauche et extrême droite, les violences politiques de type séparatistes, qui ont longtemps tenu le haut du pavé en France, à travers en particulier l'activisme corse et dans une moindre mesure l'activisme basque, les violences politiques religieuses, qui furent animées par des mouvements juifs radicaux, à l'image du Bétard ou de la LDJ, par des mouvements catholiques intégristes et bien sûr, plus récemment et de façon beaucoup plus massive, par l'islamisme djihadiste. Et puis, quatrième type de violence, les violences politiques syndicales, qui existent aussi, même si elles sont mineures, mais elles existent. Il y a des organisations syndicales qui ont pu pratiquer une violence. Et puis enfin, ce qu'on a appelé, nous, dans le livre, les violences politiques sociétales, qui sont très minoritaires, mais dont 90% des cas sont post-année 2000. C'est-à-dire, je dirais que c'est les violences politiques à venir. Les violences de type environnementaliste, écologistes radicaux, antitechnicistes, etc. Donc là, on parle dans cet épisode des violences idéologiques, des violences du fait de l'ultra-droite ou de l'ultra-gauche. Bon, voilà, c'est un terme qu'on emploie beaucoup. Est-ce qu'on peut distinguer un petit peu, Marion-Jacques Vaillant, de quoi on parle lorsqu'on parle d'ultra-droite et d'ultra-gauche ? Alors, de quoi on parle ? C'est vrai que c'est des catégories qui ne sont pas celles des chercheurs, pas celles des politistes. Ultra-droite, ultra-gauche, en fait, c'est des catégories qui ont été inventées par les services de renseignement, donc la DCRG, la Direction centrale des renseignements généraux, au milieu des années 90. Alors pourquoi est-ce qu'ils inventent cette dénomination ? Leur objectif, en fait, pour eux, c'est de préciser qu'ils ne travaillent pas sur les partis politiques, qui sont donc d'extrême droite ou d'extrême gauche, mais qui travaillent sur des segments violents ou potentiellement violents, qu'ils appellent à partir de là ultra-droite et ultra-gauche. En fait, ce qu'on cherche du coup à désigner précisément quand on parle d'ultra-droite ou d'ultra-gauche, c'est les personnes, les groupes qui agissent effectivement violemment ou qui seraient, d'après les services de renseignement, prêts à le faire. Donc c'est un peu une façon de distinguer ce qui relève du champ partisan, de la politique politicienne, tout ça, de cet activisme violent. Et cette violence, elle s'exprime pareil ou bien différemment en fonction de si on appartient à l'ultra-droite ou à l'ultra-gauche ? On a eu des embryons de réponse dans le récit documentaire. Ce qu'on voit très bien dans l'ouvrage sur les violences politiques en France, c'est que vraiment, ils ont une manière très différente d'exprimer cette violence politique. Un des enseignements principaux, c'est que la violence d'ultra-gauche, elle s'exprime beaucoup plus que la violence d'ultra-droite envers des biens. Donc les violences de l'ultra-gauche, ça va d'abord être des dégradations, des destructions de biens privés, mais aussi de biens publics, avec beaucoup d'actes et d'actions qui ciblent l'État. Ouais. La gendarmerie de Grenoble, en l'occurrence, en 2017. Exactement, c'est ça. Et donc l'image emblématique de ça, si vous voulez, c'est aussi les destructions de banques ou les destructions de commerces qu'on voit autour des manifestations, par exemple. Donc ça, par exemple, typiquement, l'action des Black Blocs, ça rentre dans ce champ-là ? Ça rentre tout à fait dans ce champ-là, ouais. C'est exactement ce genre d'action. La violence d'ultra-droite, elle va plus se tourner plus que celle de l'ultra-gauche, envers des personnes. Ça va être notamment beaucoup plus d'agression. La part d'agression de l'ultra-droite dans la violence d'ultra-droite est beaucoup plus haute que dans les violences d'ultra-gauche. Et souvent, ces violences sont motivées par des dimensions ethniques. Ce qu'on voit notamment dans le reportage. Donc du racisme, en somme ? Oui, du racisme, en somme. Avec une volonté un peu de tenir son territoire. Et donc, du coup, de mettre à distance des personnes dont on estime qu'elles n'ont pas à être là. Ouais. Les temporalités ne sont pas tout à fait les mêmes aussi. Et c'est un point qui est important. L'ultra-droite, elle est beaucoup plus active entre 86 et 90.
En gros, entre 86 et 90, l'ultra-droite, elle est responsable de 3/4 des violences idéologiques. Entre 2013 et 2017, la tendance s'inverse. Et à ce moment-là, l'ultra-droite est plus responsable que d'un tiers des actes de violence. Donc on voit qu'il y a, en fait, c'est le retour de la contestation sociale, notamment à partir de 2016 avec la loi travail, qui va relancer un regain d'activisme et un regain de violence à gauche. Oui, et c'est un point intéressant, effectivement, parce que vous le dites, on dit que l'ultra-droite, traditionnellement, on l'a entendu, c'est plus de la violence aux personnes, l'ultra-gauche, plus de la violence aux biens ou envers l'État. Mais avec, là, par exemple, typiquement, la mort de Quentin Derenc, que je rappelle, militant d'extrême droite, est-ce qu'on n'assiste pas à un basculement de l'ultra-gauche vers un usage de la violence aux personnes plus assumé? Oui, ce qu'a dit Marion est tout à fait juste. Si on résumait ça d'une phrase, on dirait l'ultra-droite cogne, l'ultra-gauche détruit. Si on reprend les chiffres qui ont été donnés dans votre petit sonore, mais qui sont actualisés, là, les chiffres du livre s'arrêtaient à 2016 jusqu'à 2026. Je vous donne juste des chiffres parce que ça paraît important, en particulier les chiffres létaux pour répondre à votre question. Est-ce qu'on a un inversement de la violence meurtrière? On a eu 472 morts en France entre 1986 et 2026. Sur ces 472 morts, on a 313 morts qui sont des islamistes. Enfin, qui sont de la responsabilité, des islamistes. Donc pas des violences idéologiques. Enfin, en tout cas, pas des violences idéologiques, même si les islamistes peuvent être... Oui. Mais c'est une idéologie religieuse, on va dire. Oui, oui. 313 morts qui sont de la responsabilité des islamistes, qui tiennent indiscutablement le haut du pavé en matière de terrorisme violent. 92 morts de la responsabilité des séparatistes violents, essentiellement corses. 64 morts des idéologiques. 2 morts les syndicats, 1 mort les sociétaux. Bon, si on reprend les 64 morts qui sont de la responsabilité des idéologiques, on a 58 morts qui sont de la responsabilité de l'ultra-droite et 6 morts de la responsabilité de l'ultra-gauche. Et si on regarde le détail de ces 6 morts, sur ces 6 morts de la responsabilité de l'ultra-gauche, vous avez 4 morts dans les années 80, c'est Action Directe. Donc c'est quand même un groupe terroriste tout à fait particulier. Et ensuite, vous avez 1 mort dans les années 2010, c'était une rixe liée à un match de football avec des ultras, et dans les années 2020, 1 mort qui est Quentin Derenc. Donc on ne peut pas dire qu'on ait un retour de la violence létale d'ultra-gauche, même très très loin de là, et on voit bien dans ces chiffres à quel point la violence létale, bien sûr, elle ne se résume pas à l'ensemble des violences, mais enfin, c'est quand même la violence la plus grave et la plus facile à comptabiliser, parce que quelles que soient les époques ou quels que soient les lieux, un mort, c'est un mort. On voit bien que l'ultra-droite tient le haut du pavé par rapport à l'ultra-gauche. Depuis 2017, vous avez commencé à répondre, mais depuis 2017, elle évolue comment, cette tendance à la violence idéologique, à la violence politique en France? Je lisais une interview de votre consoeur Isabelle Sommier. Depuis 10 ans, les violences politiques connaissent une augmentation significative avec un doublement des agressions et un nombre d'affrontements multiplié par 5. Oui, en fait, alors pour la période 2017-2025, en fait, le projet dont est issu le livre se poursuit. Donc les données sont en cours de consolidation. Comme disait Xavier Crétier à l'instant, le plus facile, c'est de compter les actes qui sont les plus visibles, donc les affrontements, les blessés, les morts de surcroît. Mais le travail se poursuit sur les autres actes qu'on est en train de rentrer. Ce qui semble apparaître, c'est qu'on n'est pas vraiment dans une période d'accalmie. Ouais, je vais le dire comme ça. Au global, sur le nombre de faits qu'on a rentrés, on a effectivement une apparente augmentation des violences politiques depuis 2017, surtout depuis en fait la campagne présidentielle de 2022. Qui a été un peu un moment de montée en puissance de la violence. Sur le nombre de faits qu'on a déjà rentrés, sur la période du coup qui fait 8 ans, 2017-2025, on a déjà plus de 2000 faits, alors qu'on en avait 5500 dans la première base, qui s'est allée sur 30 ans. Donc a priori, on a plus de faits. Alors il y a peut-être un effet de saisie, c'est-à-dire vu que là, on collecte en direct, donc on est probablement beaucoup plus efficace, beaucoup plus exhaustif, mais je ne pense pas que cette différence s'explique uniquement par notre amélioration dans l'exercice. Pour le cas de l'ultra-droite, de la violence d'ultra-droite sur laquelle moi je travaille, et là aussi pour citer quelques chiffres, sur la période 2017-2024, l'ultra-droite elle est impliquée dans 300 épisodes de violence, de toute nature. Donc voilà, mais ça se stabilise autour de du coup 50 épisodes par an depuis 2021. Ces 50 épisodes par an, ils n'avaient jamais été atteints dans la base auparavant. Donc on revient à des niveaux de violence qu'on n'avait pas connus en source ouverte, en exploitant la presse. Donc c'est le plus haut niveau qu'on a atteint dans la base. Et cette hausse, elle s'enclenche dans le cadre de l'ultra-droite, vraiment à partir des attentats de 2015, et avec un effet d'amplification 2021-2022, la campagne présidentielle. C'est également ce qui a l'air de se profiler du côté de l'ultra-gauche, avec une recrudescence. Un nombre d'épisodes très haut qu'on atteint également, et qui dépasse certaines années le nombre d'épisodes de violence de l'ultra-droite.
Et ça, pour le coup, c'est un peu une première. C'est assez rare. Ça n'apparaît que dans post-2020. Ce qui peut aussi expliquer ce sentiment d'une croissance soudaine, là, ces toutes dernières années de la violence, il y a un effet source, Marion en a parlé, c'est clair qu'en récupérant les épisodes et les statistiques au jour le jour, on est plus exhaustif que lorsqu'on le faisait sur une période passée et qu'il nous a fallu remonter dans des archives, mais il y a aussi un effet loupe qui est dû à l'épisode Gilets jaunes. L'épisode Gilets jaunes, c'est quand même le plus grand mouvement social qu'ait connu la France, qui a duré extrêmement longtemps, 1 an et demi, avec des manifestations régulières absolument tous les week-ends, qui a accru considérablement le relevé du nombre de violences exprimées. Voilà, donc ça, il faut l'avoir en tête. Et le sentiment des Français vis-à-vis de cette violence, je précise, 89% des Français estiment que le niveau de violence augmente dans la société française, un plus haut jamais mesuré. Je cite une étude du Cevipof de l'automne 2025. Près de 9 Français sur 10 qui ont le sentiment que le niveau de violence augmente dans la société française. Si on en croit ce que vous dites, les Français n'ont pas tort. Alors, c'est très compliqué. Je pense qu'il y a un ressenti de la violence qui n'a rien à voir avec la réalité de la violence. Pour 2 raisons principales. La première raison, c'est que la violence, on ne la connaît plus. On ne la pratique plus. On la pratique beaucoup moins qu'elle pouvait être pratiquée il y a 50 ans, il y a 100 ans, etc. La violence de rue n'existe plus. Si je vous demandais quand est-ce la dernière fois que vous vous êtes battu dans la rue, vous me diriez, peut-être ça m'est jamais arrivé, ou c'était... Peut-être au collège, quoi. Voilà, peut-être au collège, voilà. La violence, on l'a mis à l'écart. Et c'est une très bonne chose. On est dans des sociétés extrêmement pacifiées. Dès lors, toute expression de la violence va prendre une consistance absolument considérable. Et le deuxième élément, c'est que la violence, non seulement on la connaît moins, mais par contre, elle est de plus en plus visible. Elle est partout présente sur nos écrans. La moindre rixe est filmée avec un iPhone et est diffusée sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a un effet de survisibilité de la violence qui nous rend extrêmement sensibles à cette violence, d'où ce sentiment d'insécurité qui n'a pas grand-chose à voir avec la réalité statistique. Effectivement, je pensais, vous avez raison de le citer, Xavier Crétier, je pensais aux réseaux sociaux. C'était une question que je voulais vous poser. Réseaux sociaux où on s'insulte copieusement. Est-ce que tout ça, ça encourage finalement les passages à l'acte vers une violence physique ou pas ? Alors, la responsabilité des réseaux sociaux, c'est toujours une question que j'ai, moi, du mal à gérer, parce que les réseaux sociaux, c'est un outil. Je doute que par eux-mêmes, en eux-mêmes, ils aient une responsabilité propre, quoi. Voilà. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça sert de canal de diffusion. Les militants s'en servent, y compris pour publiciser la violence de manière assez large. Une des grandes nouveautés de la période 2017-2026, c'est le fait que les militants filment leurs agressions et qu'ils vont en fait les diffuser sur les réseaux sociaux pour montrer à quel point ils ont réussi, en vaillants guerriers qu'ils sont, à humilier le camp adverse. Donc le numérique joue un peu ce rôle de terrain supplémentaire d'affrontement virtuel en fait, entre les groupes, et donc de diffusion de ces images violentes. Ouais, et ce qui est paradoxal, l'approbation de la violence politique en France, elle reste relativement faible. Selon le baromètre Fracture française du Cevipof, publié en octobre 2025, 21% des Français trouvent normal que certaines personnes usent de la violence pour défendre leurs intérêts. Un chiffre stable, je précise, depuis des années, et minoritaire dans tous les électorats. Au RN, c'est 24%, et chez les Insoumis, c'est 29%. Mais enfin bon, ça fait quand même 1 Français sur 5 qui se dit, la violence, finalement, elle peut être légitime. Et d'ailleurs, c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'il y a des violences légitimes ? Alors, je ne parle pas de tuer ou de battre à mort, mais de casser des abribus, par exemple. C'est une vaste question. Alors, il faudrait des heures pour y répondre, mais effectivement, j'imagine qu'on vous la pose régulièrement, non ? Est-ce qu'il y a des violences légitimes ? Oui, il y en a eu dans l'histoire, lorsque, sous l'occupation, les résistants rentraient en résistance contre l'occupation allemande. Beaucoup ont considéré que c'était légitime. Ça ne veut pas dire que c'était légal, évidemment, mais ça pouvait dire que c'était légitime au regard d'une norme morale et d'une situation historique particulière. Le problème de la légitimité de la violence, c'est que c'est extrêmement subjectif. Qui est-ce qui va décider que mon usage de la violence peut être légitime ? Alors, elle peut être légitimée par le droit. Si vous êtes agressé, vous avez un droit à faire usage d'une violence qui sera légitime et légale au sens où ça sera, si elle est évidemment circonstanciée, si elle est pas trop importante au regard de la violence produite, ça sera un droit qui est celui de vous défendre. Mais quant à savoir si elle est légitime au regard d'une idéologie, là évidemment c'est très subjectif, ça va dépendre des groupes qui la pratiquent. Parlons rapidement de l'affaire Quentin Derengue, si vous le voulez bien. On ne va pas revenir sur les circonstances de sa mort, on en a énormément parlé, les médias ont bien sûr raconté dans les détails les faits qui se sont produits. J'aimerais qu'on zoome plutôt sur ce qui s'est passé après,
les vifs débats, les invectives politiques et un certain parti vis-à-vis d'autres. La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon a évidemment été largement montrée du doigt parmi les agresseurs de Quentin Derengue, qui avait un assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnaud. Cet assistant parlementaire, de même que Raphaël Arnaud, étaient tous les deux anciens membres de la Jeune Garde, une organisation militante d'ultra-gauche antifasciste, actuellement dissoute par le Conseil d'État. Écoutez, j'ai retrouvé une archive en date du 9 juin 2013, peu après la mort du militant d'ultra-gauche Clément Méric, tué, pour rappel, après une altercation avec des militants d'ultra-droite. Tous sont proches de Troisième Voie, un mouvement d'extrême droite dont le service d'ordre, les JNR, est visé par une procédure de dissolution. Ce soir, tous les regards se portent sur son chef, Serge Ayoub, considéré par l'extrême gauche comme un soutien du Front National. Lui-même a expliqué qu'il a fréquenté Madame Le Pen, qu'il a soutenu son accession à la direction du Front National, qu'elle l'a rencontré. La présidente du Front National reconnaît une rencontre, mais aucune proximité. Vous avez reconnu Jean-Luc Mélenchon qui accusait à l'époque Marine Le Pen et le Front National d'avoir une certaine proximité en gros avec ses militants et donc une forme de responsabilité. Quel regard vous portez sur ces accusations, ces invectives entre partis politiques qui ont suivi la mort de Quentin Derengue ou bien en son temps celle de Clément Méric, Xavier Chrétier ? Eh bien, c'est étonnant de cette archive, parce qu'en effet, c'est un vrai retour de bâton pour LFI, d'autant que dans le cas de Quentin Derengue, c'est d'autant plus terrible que ceux qui sont directement responsables, et en particulier l'un d'entre eux qui a été mis en examen par la justice, c'était un attaché parlementaire d'un parlementaire LFI. Donc c'est quand même extrêmement difficile de ne pas voir un lien qui soit pas seulement un lien de proximité intellectuelle, mais un lien organique avec un des responsable de cette agression mortelle. Et je trouve ça toujours très étonnant, mais c'est assez révélateur d'un vrai problème en France, qui est l'absence de sens de la responsabilité politique. J'entendais Manuel Bompard parler, dire, mais enfin... de la France insoumise, de la France insoumise, qui disait, ce n'est pas parce qu'un employé d'une entreprise tue quelqu'un que le chef de l'entreprise est responsable. Mais là, il y a une confusion complète entre une responsabilité civile et pénale et la responsabilité politique. La responsabilité politique, elle repose pas sur une infraction. C'est évidemment que Jean-Luc Mélenchon va pas aller en prison parce que quelqu'un d'autre du parti a commis un acte. Mais par contre, il est responsable politiquement. Donc la moindre des choses aurait été que le député en question prenne sens de sa responsabilité politique et propose sa démission. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été fait. Je terminerai là-dessus. Comment endiguer les violences idéologiques, ces violences idéologiques. Depuis 1958, il y a eu 131 dissolutions d'associations, dont plus d'un tiers prononcées sous Emmanuel Macron. 45 groupes d'extrême droite ont été dissous depuis 1958, 20 groupes d'extrême gauche. Dissoudre, est-ce que c'est la bonne méthode ou c'est inefficace, Xavier Chrétier ? Honnêtement, je suis très réservé sur l'effet des dissolutions. Ça a probablement un effet politique, parce que ça montre qu'un ministre de l'Intérieur fait des choses, est actif, et ça lui permet d'avoir la une des journaux. Mais je suis pas sûr que ça a un effet très pratique. Et d'ailleurs, quand vous parlez avec les agents de terrain dans les services de renseignement ou de la police, ils sont réservés aussi sur le droit de dissolution. Parce que finalement, tant qu'un groupe existe, c'est relativement facile, surtout ces groupes-là qui sont pas très professionnalisés dans la clandestinité, c'est relativement facile de les infiltrer. Et à partir du moment où les surveiller, quoi. Et de les surveiller. À partir du moment où ils sont dissous, ils partent on ne sait où. Alors le pari de la dissolution, c'est de dire qu'un certain nombre d'entre eux vont revenir dans la vie politique normale, ce qui est rarement le cas, et les autres vont peut-être abandonner, ce qui peut être aussi le cas, mais ceux qui vont se reconstituer, les services de renseignement vont mettre du temps avant de les repérer, de les infiltrer à nouveau, etc. Donc c'est pas très utile, hormis pour les responsables politiques. C'est un peu le principe de l'hydre à plusieurs têtes. Ouais, c'est exactement ça. Alors en fait, là, vraiment, faut bien prendre la mesure des choses. Emmanuel Macron a vraiment un record qu'il a établi. C'est-à-dire que sous ces quinquennats, qui ne sont pas finis, on est déjà à 48 décrets signés. La moitié concerne l'ultra-droite. Et ça a profondément, en fait, ça a eu deux effets structurels profonds sur l'écosystème militant de l'ultra-droite. Une fragmentation. C'est-à-dire que, en fait, c'est vraiment e pluribus unum, quoi. D'un seul, on en voit apparaître 10, 15, etc., qui se sont répartis partout sur le territoire. C'est plus des groupes nationaux, c'est des petits groupes locaux, qui du coup vont pas du tout avoir le même horizon. On sait très bien, c'est un des enseignements centraux de la sociologie des mouvements sociaux. Plus un groupe est petit, plus il va être prompt à la violence.
Donc en fait, cette fragmentation, elle peut expliquer aussi pourquoi la violence s'est aussi diffusée sur l'ensemble du territoire national. Et puis d'autre part, une forme de radicalisation qui en fait se traduit avec l'autre. Donc en fait, pour l'instant, l'effet des dissolutions, telles qu'elles ont été pratiquées là dans les 10 dernières années, se traduisent plutôt par un effet bâton, un effet de retour qui n'est pas très positif. Y a-t-il en France un retour ou une recrudescence de la violence politique et idéologique ? De quoi se nourrit-elle ? Comment l'endiguer ? On a les cartes en main, en tout cas, pour y voir plus clair. Grâce à vous, Marion Jacquet-Vaillant, maître de conférences en sciences politiques à l'université Panthéon-Assas, et vous, Xavier Crétier, professeur à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et co-auteur du livre « Violence politique en France », publié aux éditions Les Presses de Sciences Po. Merci à vous deux. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. Si ce podcast vous plaît, abonnez-vous, mettez des étoiles, des commentaires, parlez-en autour de vous. Et moi, je vous dis salut et à la semaine prochaine.